On a le grand plaisir d'accueillir donc ce soir Alain Maillard, qui une fois n'est pas coutume pour ces séances d'histoire de l'université permanente, est un universitaire, un professeur des universités, professeur à l'université de Picardie Jules Verne, mais professeur de sociologie. Mais vous verrez que sous sa conduite, nous allons pouvoir partir à l'attaque des débuts du mouvement ouvrier, et en particulier à travers un exemple très important et qui à certains égards est fondateur, je ne dévoile pas la suite évidemment, qui a pour titre ce banquet donc de Belleville. Donc vous voyez, on est vraiment pas très loin d'ici, de 1840. Donc on est vraiment dans les débuts du mouvement ouvrier, et plus précisément dans les débuts même du mot communiste. Alain Maillard, merci. À vous. Eh bien, merci aux organisateurs de m'avoir invité. J'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a une trentaine d'années, à l'époque où la ville d'Amiens, dont le maire était René Lamps, eh bien, la ville d'Amiens m'avait embauché, j'étais un jeune doctorant, et la ville m'avait embauché pour organiser un colloque international sur Babeuf dans le cadre du bicentenaire. Et ce colloque, je l'ai préparé avec Claude Mazouric, que vous avez reçu il n'y a pas longtemps, à qui je rends hommage. Et puis Éric Walter, qui nous a quittés il y a 3 ans, qui était un enseignant-chercheur en lettres 18e. Et à 3, donc, on a préparé ce colloque qui a eu un grand succès. Les actes ont été publiés. Et donc, j'étais amené à travailler sur d'autres sujets, puisque comme tu l'as dit, j'étais professeur de sociologie, je suis professeur de sociologie, donc j'ai travaillé sur des sujets plus récents, mais régulièrement, on me demande d'écrire un texte sur cette période, et là récemment, on m'a demandé donc de préparer un texte sur le banquet de Belleville pour un ouvrage qui va sortir en 2021 sur l'histoire générale des socialismes. Alors pourquoi faut-il une entrée banquet de Belleville dans l'histoire générale des socialismes ? Parce que c'est un moment symbolique important, et c'est l'objet de cette conférence, vous montrer que c'est une date qui compte, même si l'événement est oublié. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, un banquet communiste. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer avec quelques gravures que j'ai trouvées, quelques commentaires, sachant que ne vous effrayez pas, si c'est pas un tic, hein, si vous voyez ma main, elle est derrière, c'est parce que la prise est trop courte, le câble est trop court, et donc je vais devoir passer les diapos en me tournant sur la droite. Voilà. Alors, le banquet de Belleville, je vais vous en parler en 3 moments. Je vois que j'ai... Voilà. Premier moment, je vais vous parler du banquet lui-même. On va essayer de se mettre à la place des participants. Je vais faire un peu de description sur ce que c'était que ce banquet. Et puis, tout en parlant aussi des causes immédiates, pourquoi y a-t-il eu un banquet qui a été intitulé après, dans la brochure de compte-rendu, premier banquet communiste ? Et puis, dans un deuxième temps, je remonterai 10 ans en arrière, sachant que, en fait, il faudrait remonter jusqu'à la Révolution française. Mais ça me paraît difficile en 1 heure, et donc je vous parlerai donc des 10 premières années de la monarchie du Juillet pour comprendre qu'est-ce qui fait que un courant politique à un moment donné organise donc ce banquet, a organisé ce banquet, et à partir de ce banquet a désormais été dénommé communiste. Vous voyez ? Et puis, si j'ai le temps, et ça c'est pas évident du tout, il y aura une 3e partie sur les retombées, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé les années suivantes, donc dans la 2e décennie, sachant que vous savez que ce régime orléaniste, de monarchie de Juillet, eh bien, se termine par la révolution de 1848. Mais je ne vous
promets pas d'aller jusque-là parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et j'insisterai aussi sur le vocabulaire, d'où vient le mot communiste, etc., les premiers usages, parce que ça, je pense que ça intéresse tout le monde obligatoirement. Donc voilà. Alors, on va commencer par le banquet lui-même. Alors, le banquet républicain, vous en avez entendu parler peut-être dans les livres d'histoire sur la monarchie de Juillet, parce que c'était un moyen de contourner les lois répressives sous Louis-Philippe, qui interdisaient les rassemblements politiques. Et le banquet, qui était une pratique qui existait déjà sous la Restauration, et aussi en Grande-Bretagne, eh bien, cette pratique était utilisée donc pour mener des campagnes politiques. Et les banquets ont notamment été organisés dans le cadre de campagnes pour la réforme électorale. Alors, la réforme électorale, de quoi s'agit-il ? Eh bien, nous sommes dans un régime censitaire, c'est-à-dire que sous la Restauration, il y avait 100 000 électeurs qui pouvaient voter parce qu'ils payaient le cens, CENS, une sorte d'impôt sur la fortune. Et avec la monarchie de Juillet, après la Révolution des Trois Glorieuses, dont je reparlerai tout à l'heure, eh bien, on est passé à environ 200 000, 250 000 électeurs, et l'opposition républicaine veut donc élargir le droit de vote. Elle ne réclame pas le suffrage universel masculin, qui sera obtenu pendant la Révolution de 1848, mais elle demande l'élargissement du droit de vote, notamment pour les gardes nationaux, qui ont joué un rôle important lors de la Révolution des Trois Glorieuses. Et donc, c'est pourquoi, dans ce banquet, il y a des gardes nationaux qui seront présents. Alors, le banquet, c'est pas simplement un rassemblement politique, là, c'est le sociologue qui parle, c'est aussi un rite sécularisé, de communion autour d'un idéal. Ici, l'idéal égalitaire, je repréciserai, parce qu'autour de 1840, il y a dans la pratique du banquet aussi des résonances avec le banquet grec, le banquet chrétien, c'est-à-dire qu'il y a tout un imaginaire gréco-latin, mais aussi chrétien, qui imprègne le mouvement ouvrier. J'en reparlerai tout à l'heure. C'est extrêmement important et c'est très dépaysant de comprendre ça, parce qu'évidemment, on est habitué à l'image d'un mouvement ouvrier, disons, plus ou moins athée, comme on le verra dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Or là, on a, disons, une religiosité séculière qui imprègne ces premiers mouvements ouvriers. Alors, j'ai passé une première gravure. Là, vous voyez, ça doit être une gravure de 1848, bon, qui donne une image. J'en ai une autre, c'est celle de 1847, parce qu'en 1847, une nouvelle campagne commencera avec des banquets républicains et le pouvoir cherchera à les interdire, et ça sera la révolution de 1848. Donc là, ça se passe dehors. C'est pour montrer qu'on peut être très nombreux. Et effectivement, dans celui dont je vais vous parler, ils sont 1200. Alors, je n'ai pas de gravure représentant le banquet de Belleville. Il y en a, je pense qu'il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que je vous ai passé ces gravures. Alors pourquoi ce banquet a-t-il été organisé ? Eh bien,
les Républicains étaient donc en pleine campagne pour une réforme électorale, mais aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, pour une réforme sociale concernant le droit au travail. Et donc, ils organisaient des banquets afin de contourner les lois répressives, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelques-uns des convives qui en avaient fait la demande auprès des organisateurs portaient un toast. C'est-à-dire que ils se levaient et ils portaient un toast, vous voyez comme on porte un toast dans un banquet, à l'égalité, à la fraternité, etc. Et après, il faisait un petit discours pour expliciter pourquoi donc il a porté un toast pour tel ou tel principe républicain. Et un premier banquet avait été organisé dans le 10e arrondissement à Montparnasse sous la présidence de Thomas, qui était à l'époque le rédacteur du National. Le National, c'était le journal de l'opposition républicaine. Entre parenthèses, je ne dirais pas opposition de gauche, parce que le mot gauche-droite n'était pas utilisé à cette époque-là. Il y avait donc le pouvoir orléaniste, qui considérait être au juste milieu, être le juste milieu, parce que à droite, entre guillemets, il y avait les monarchistes légitimistes, ceux qui étaient au pouvoir sous la Restauration, et puis à gauche, entre guillemets, il y avait, disons, un parti républicain, et là encore, je vais insister, le mot parti à l'époque est utilisé, mais ne désigne absolument pas les partis modernes tels qu'on les connaîtra au XXe siècle. C'est un grand mouvement d'opinion, et ce qui fait un parti, c'est obligatoirement sa presse. Et l'opposition républicaine a un journal qui s'appelle Le National. Je serai amené peut-être à dire quelques mots. Pourquoi Le National tout à l'heure? Parce qu'on va voir, il y a un toast sur cette question. Alors, il y avait 300-400 personnes dans ce banquet du 10e arrondissement, mais la prise de parole n'avait pas été contrôlée. Et 2 communistes avaient pu porter un toast à l'égalité, la fraternité, la communauté des biens, j'expliciterai ces termes-là tout à l'heure, ce qui avait fait dire au président que c'était un banquet communiste. Mais au 2e banquet, dit du 12e arrondissement, qui s'était tenu le 10 juin 1840, les communistes étaient invités, mais n'avaient pas pu porter de toast. Comme il est dit dans la brochure de compte-rendu du banquet de Belleville, je cite, « Les bons citoyens », d'ailleurs c'est sur la diapo, « les bons citoyens furent indignés, à chacun il vint simultanément cette même pensée, et nous aussi, pourquoi n'aurions-nous pas notre banquet ?» Alors, les 2 principaux organisateurs du banquet de Belleville sont Théodore Desamis et Jean-Jacques Pillot. Sur la diapo, vous avez une photographie de Jean-Jacques Pillot âgé, puisque Théodore Desamis, nous n'avons même pas un dessin, nous n'avons même pas de dessin, encore moins de portrait, et comme il est mort en 1850, donc on n'a aucune trace. Jean-Jacques Pillot, on a une photo parce que il a continué d'exister après la Deuxième République, il s'est exilé au Brésil sous l'Empire, et il est revenu et il a été membre du Conseil de la Commune de Paris en 1871 et a fini sa vie en prison, à Melun. Donc c'est la photo que vous voyez là. Alors, qui étaient ces 2 personnages à l'époque, en 1840 ? Eh bien, c'était 2 jeunes républicains, puisqu'ils ont tous les 2 32 ans, cette année-là. Desamis est originaire de Vendée, de Luçon, il a été instituteur, et là, il est surveillant de pension, autrement dit, il est pion. Et en 1839, il a publié son premier texte, son premier livre, une dissertation de 68 pages, qui répondait à une question un peu la même qui avait été posée, vous savez, au XVIIIe siècle, quand Jean-Jacques Rousseau s'est fait connaître. Question proposée par l'Académie des sciences morales et politiques. Les nations avancent plus en connaissance, en lumière qu'en morale pratique. Rechercher la cause de cette différence dans leur progrès et indiquer le remède. Alors, il a pu imprimer ce texte, l'éditer, et pour ce premier livre, il le dédie à Philippe Buonarroti.
Alors, Buonarroti vient de mourir en 1837, et il avait été le compagnon de Gracchus Babeuf pendant la Révolution française, et l'un des chefs de la charbonnerie sous la Restauration. Et il était à Paris, il a fini sa vie à Paris, et il a transmis, disons, la mémoire de la Conjuration des égaux de 1796. Et donc, ce n'est pas un hasard si des amis dédient ce premier livre à Buonarroti. Alors, des amis avaient aussi lancé un journal qui s'appelait L'Égalitaire. 2 numéros avaient paru, en mai et en juin 1840. Jean-Jacques Pillot, lui, il est né dans les Charentes et il a fréquenté à 20 ans le séminaire. Il a quitté le séminaire, mais il a gardé les habitus du prêtre. Et les témoins ont dit qu'au banquet de Belleville, ça ressemblait à un sermon. C'est évidemment Pillot qui a beaucoup parlé ce soir-là. Mais ceci dit, il avait abandonné. Il a commencé ses études de médecine, puis il les a aussi abandonnées. Et il venait de sortir un livre, donc Ni château ni chaumière, ou État de la question sociale en 1840. Et il préparait une histoire des égaux qui allait sortir là en août. Alors ces 2 partisans de la communauté égalitaire ont proposé à Étienne Cabet de présider ce banquet. Alors je parlerai tout à l'heure de Étienne Cabet, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé qu'eux parce qu'il a 52 ans en 1840, 20 ans de différence. Et Cabet a été avocat, il a même été procureur. Et avant, sous la Restauration, il a été l'un des chefs de la charbonnerie. Mais il ne veut plus entendre parler de conspiration. Alors que nos 2 jeunes babouvistes étaient membres, les années précédentes, 1838-1839, ils étaient membres de la Société des Saisons, c'est-à-dire la société dirigée par Blanqui, Barbès et Bernard. Société secrète qui cherchait à faire des coups de force, ce qui a été fait en avril 1839, ça a échoué. Mais donc nos deux jeunes républicains communistes étaient donc des conspirateurs. Cabet ne voulait plus entendre parler des conspirations, et il était revenu d'exil politique, et avec un livre important, Voyage en Icarie. Donc ils avaient fait appel dans lequel il explique qu'il adhère aux idées de la communauté égalitaire. Donc nos 2 jeunes républicains communistes veulent lui proposer lui demandent de présider le banquet, mais celui-ci décline. On y reviendra parce que on va voir que ce qu'on va appeler le Parti communiste au lendemain de ce banquet va se diviser. Il y aura les partisans de Cabet, les Icariens, et puis les babouvistes. Alors, le banquet commence à 18h. Il se tient dans une salle qui n'existe plus aujourd'hui. J'y suis allé tout à l'heure. Si vous allez rue de Belleville au numéro 10, alors vous allez voir, vous avez la rue Desnoyers, une petite rue qui s'appelle la rue Desnoyers. D'un côté, il y a un café qui s'appelle actuellement Les Folies, mais à l'époque, il y avait déjà Les Folies Belleville, ça existait. Et de l'autre côté de la rue Desnoyers, vous allez voir, il y a un immeuble qui est dans un état épouvantable, il y a un immense échafaudage, c'est des travaux, mais de toute manière, cet immeuble ne date pas de l'époque. Il a été, puisque l'immeuble qui existait, qui s'appelait Au Grand Saint-Martin, voilà, au Grand Saint-Martin, a été détruit sous le Second Empire. Mais ce Grand Saint-Martin, c'était une immense salle avec un immense jardin derrière, et les ouvriers, les gens de couche moyenne venaient célébrer les mariages, voyez. Et il faut imaginer qu'il y a encore des vignobles, et donc c'est une guinguette. Et il y a beaucoup de guinguettes à Belleville, et je dirais qu'à Belleville, qui est, précisons bien, en banlieue, qui est au-delà des barrières d'octroi, donc c'est la banlieue, il y a beaucoup de guinguettes, des marchands de vin, des vignobles et des conspirateurs. Je dirais que tout cela fait bon ménage. Et donc, le compte-rendu dit, voilà, une salle
immense, pavoisé de drapeaux tricolores, décorés avec goût et illuminés à journaux. Et le compte-rendu précise que plusieurs centaines de personnes qui avaient souscrit n'ont pu, faute de place, être admises dans la salle du banquet. Alors là, vous avez une autre gravure qui montre que les cuisines étaient dans la salle de restauration. Et donc, le compte-rendu nous dit aussi qu'une soixantaine de gardes nationaux en uniforme avaient été répartis entre les tables afin d'assurer le service d'ordre. Il semble donc qu'en fait, il y avait des tables de 4 convives, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que je vérifie, je ne suis pas sûr. Et on appelait ça des sections, ce qui rappelait le vocabulaire babouviste, les sections, les sectionnaires. Bon. Pillot dit que ce fut un modeste et frugal banquet. Bon, alors là aussi, je ne peux pas vous dire ce qu'on a mangé, mais j'ai fait ma petite enquête. Bon, à l'époque, on mangeait plutôt des rôtis, du dindon, de la volaille, et tout ça cuisait, donc vous voyez, dans une grande cuisine. Et à côté, vous aviez les tables, et il y a eu donc 1200 personnes qui ont mangé ce soir-là. Hein, ça a commencé à 18h. Alors Pillot et un autre organisateur, dont on ne sait pas grand-chose, enfin, il était teneur de livres, Homberg, donc ont été nommés par un comité provisoire pour faire fonction de présidence, puisqu'il n'y avait pas de président. Et Pillot donc inaugure le banquet en prononçant une allocution qui, d'après un témoin, ressemblait à un sermon. Hein, c'est l'ex-séminariste qui parle, donc le contenu, en tout cas, bon, était prophétique, puisqu'il commence par dire « Citoyens, nous sommes venus ici dans le dessein d'arborer un drapeau qui doit bientôt attirer les regards de l'univers entier. Les principes que nous proclamerons ici promettent à l'humanité un bonheur auquel elle n'osait plus prétendre. » Vous voyez ? Et après un débat autour des problèmes de préséance, c'est-à-dire qui préside, finalement, il n'arrive pas à désigner de président, notamment parce qu'il trouve qu'entre égaux, on n'a pas besoin de président. Alors finalement, il renonce, et le compte-rendu dit « Une chose digne de remarque, c'est que le principe égalitaire dominait tellement tous les esprits, on était si persuadés qu'il ne pouvait y avoir parmi nous que des frères, qu'on ne fit point, comme d'ordinaire, de l'honneur de présider la question majeure. » Donc, pas de président. Et après le repas, Pillot reprend la parole, puis les citoyens dont les toasts avaient été acceptés par une commission spéciale. Donc, les citoyens qui ont été acceptés pour porter les toasts vont prendre la parole successivement, et on compte 20 intervenants, avec, il faut le dire évidemment, aucune femme. Attendez, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une fausse manœuvre. Je suis passé carrément à la fin. Voilà. Alors là, vous avez les toasts. Je ne sais pas si vous pouvez les lire. Donc chaque toast est suivi d'un discours. Alors, vous voyez, à l'abolition de la peine de mort, à la concorde parmi les vrais démocrates, à l'émancipation du travailleur, à l'éducation égalitaire, à l'armée, j'expliquerai après, au nom des Polonais présents au banquet, au courage de la Pologne, à la réelle et parfaite égalité sociale, à l'égalité, à la communauté, à l'abolition de la peine de mort, etc., etc., etc. Donc, je vais essayer de faire une petite analyse de ces toasts. Aucun toast pour la réforme électorale, alors qu'on est en pleine campagne pour la réforme électorale, pour l'élargissement du droit de vote. C'est pas ça qui les intéresse, parce que pour eux, c'est pas le problème. Un seul toast pour la réforme sociale. Tout le reste, ce sont des propos qui concernent les principes d'organisation de la République. Alors, et je distinguerai deux types de toasts, correspondant donc à deux niveaux de langage. Tantôt, on rencontre des principes républicains susceptibles de faire consensus chez ceux que le peintre d'histoire William Louis nomme les vrais démocrates, dans son petit discours après. Tantôt, on avance des marqueurs qui renvoient directement à la doctrine babouviste, laquelle a été réélaborée au cours des années 1830 par une nouvelle génération politique. Donc,
Dans le premier registre, on réclame l'abolition de la peine de mort, la liberté, la fraternité universelle, la libre opinion, la souveraineté du peuple, l'éducation égalitaire. On salue la mémoire des montagnards de 1793. Donc, ça, c'est un discours qui peut faire consensus chez ce qu'on appelle les radicaux à l'époque, terme qui vient de l'Angleterre. Donc, je dirais les démocrates radicaux et bien entendu révolutionnaires, comme ceux qui étaient dans la Société des Saisons de Blanqui, mais comme ceux aussi qui animaient le Journal du Peuple, qui étaient donc les futurs démocrates socialistes de 48, disons. Sur le plan international, Comte, un dénommé Comte, dont on ne sait rien, c'est pas Auguste Comte, hein, évidemment, il rend hommage à l'armée. Hein, et il dit dans son discours, il rend hommage aux soldats qui défendent, je cite, si valeureusement la patrie sur la terre d'Afrique, c'est-à-dire en Algérie. Alors, ça me demande une précision. Eh bien oui, les communistes à l'époque étaient pour la colonisation. Ils considéraient qu'il fallait apporter la civilisation française, parce que pour eux, la France, c'était le pays où il y avait eu la Révolution française. La Révolution ne pouvait partir que de la France, plus précisément que de Paris, et ils considéraient qu'il fallait donc que les idées des Lumières, etc., se répandent partout dans le monde. Donc, ceci explique pourquoi le journal le plus important du Parti républicain s'appelait Le National. Il y a un patriotisme, au sens évidemment du patriotisme révolutionnaire qu'on a connu sous la Révolution française. Alors, ceci dit, je tiens à préciser aussi que ces mêmes communistes, quelques années après, dans leur journal La Fraternité, condamneront fermement les enfumades de Pélissier, du colonel Pélissier, qui avait enfermé des familles entières en Algérie dans des grottes et qui les avait enfumées. Donc, le journal La Fraternité dénoncera donc ce scandale. Alors Pillot parle au nom des Polonais qui sont dans la salle, et on ne parle pas d'internationalisme à l'époque, le mot n'est pas utilisé. Donc Pillot parle au nom des Polonais qui sont dans la salle. L'ouvrier imprimeur Pandelé salue aussi ses frères, il les appelle mes frères, en proie aux joues tsaristes. Et puis vient le second registre, donc les actes de langage qui sont des marqueurs, parce que là ils disent directement quel est l'objectif politique. Et le mot-clé à l'époque, c'est le mot communauté. Voyez ce que dit William Louis dans son petit discours, dans son allocution, qu'il dit que c'est la formule qui fait la différence spécifique avec les autres sensibilités républicaines. Il dit, après 10 ans de constance, donc 1830-1840, de persécution et de lutte qui nous ont été souvent séparés, nous nous revoyons aujourd'hui à la table du prolétaire, tous compagnons d'infortune, tous ayant ajouté à cette devise égalité-fraternité un mot nouveau, celui de communauté. Les autres orateurs indiquent de quelle communauté il s'agit. Ils la qualifient d'égalitaire, de fraternelle, de sociale, et ils la définissent comme étant la communauté des travaux et des jouissances, formule typiquement babouviste. Courmont explique ainsi que la liberté bien comprise, je le cite, il dit bien comprise, et, je le cite de nouveau, celle qui ne permettra point à l'homme d'exploiter son semblable. Le mot exploitation, de l'homme par l'homme, vient des Saint-Simoniens, vient de Saint-Simon à partir de 1828. Donc, celle qui ne permettra point à l'homme d'exploiter son semblable, celle qui ne peut marcher qu'appuyée sur sa sœur et compagne, l'égalité. Et qui demande, je le cite de nouveau, la communauté sociale pour garant de l'affranchissement de tous, aussi bien des prolétaires de l'Europe que des nègres d'Amérique et des serfs de toute nation. Alors, le nom de Babeuf n'est pas prononcé, mais Berrichon évoque le martyr de Vendôme. Donc c'est bien entendu Babeuf, puisqu'il a été guillotiné en 1797 à Vendôme. Et il l'associe à celui de Rousseau.
tous deux ayant connu, dit-il, le sort habituel des rédempteurs. Voyez ? Alors c'est une allusion à une controverse dont je parlerai bientôt, qui a eu lieu en 1839 entre le journal du Peuple, dans lequel un article de Théophile Thoré donc, met en question la filiation, je dirais l'affiliation plutôt que la filiation Rousseau-Robespierre-Babeuf. Et donc j'en parlerai bientôt. Toujours est-il que le mot communiste n'est utilisé que 9 fois dans le compte-rendu de 16 pages qui parut vers le 20 juillet. 6 fois comme adjectif, 3 fois comme substantif, les communistes. D'ailleurs, dans les 20 intervenants, vous voyez, il n'y en a qu'un qui, au lieu de dire citoyen, en s'adressant donc au public, a dit communiste. Alors, je vais préciser, bien entendu, les choses aussi sur cette question. Alors, on est à la moitié, oui, donc on ne sera pas pour les retombées. Alors justement, c'est peut-être le moment que je vous parle du mot communiste, puisque le banquet de Belleville a été suivi par la presse. C'est-à-dire que toute la presse, conservatrice, libérale, républicaine, était là. Et donc il y a eu des comptes rendus. Et ça joue un rôle important. Et ça a suscité des néologismes. C'est-à-dire que il n'y a que l'adjectif communiste qui a été prononcé jusqu'alors. Et il commençait à être utilisé à l'oral, oralement, en 1839, dans une société secrète communiste qui s'appelait l'Association des travailleurs égalitaires. Il a été utilisé oralement dans ces milieux clandestins. Et puis, début 1840, Cabet, qui termine son voyage en Icarie, il utilise le mot une fois, l'adjectif une fois. Ainsi que Richard Lahautière, dans sa réponse à l'article de Thoré sur le babouvisme, il l'utilise aussi. Bon. Et puis vient le banquet, et là, c'est l'explosion. Alors, que voulait dire ce terme ? En fait, ce terme est très ancien. Il apparaît entre le XIIe et le XIVe siècle. C'est un adjectif qui émerge dans le monde rural, communal, et qui, bien entendu, vient de commun, de l'adjectif plus ancien encore, commun, et de ses dérivés, commune, communal, etc. Et en fait, est communiste un droit collectif, un usage ou un droit collectif. Et les droits collectifs, vous savez, dans les communes, les communautés paysannes, ce sont par exemple le droit d'usage, le droit de veine pâture, c'est-à-dire je vais faire pâturer mes bêtes dans le champ du voisin après la moisson. C'est le droit de veine pâture. C'est bien entendu les fameux biens communaux, tous ces terrains, des bois qui appartiennent à la communauté paysanne et qui permettent donc justement d'aider les plus pauvres. C'est aussi le système de main morte, au sens où vous aviez par exemple dans le clergé des monastères qui appartenaient à la communauté religieuse et pas à un individu en particulier. Alors, il est vrai que, donc jusqu'alors, c'était le sens du mot communiste. Mais il est vrai que pendant la Révolution française, il y a eu un usage politique, mais extrêmement rare, donc disons-le, très marginal. C'est Rétif de la Bretonne, vous savez, ce grand écrivain, qui, dans une correspondance avec Victor Dupay, emploie l'adjectif communiste pour désigner un type de régime économique et politique. Bon. Et le même Rétif de la Bretonne va utiliser d'ailleurs le substantif communisme en 1797, donc pendant la Révolution française, pour nommer un gouvernement donc qui mettrait en commun tous les produits pour nommer en fait justement tout à fait ce que Babeuf appelait la communauté des biens, des travaux et des jouissances. Alors Babeuf, lui, pendant la Révolution française, n'emploie pas le mot communiste. À un moment donné, il a hésité entre l'adjectif communautiste,
Et puis l'expression égaux, et vous savez que donc il va organiser une conjuration, un mouvement qui s'appelle la conjuration des égaux, et sans doute aussi pour à l'époque mieux rassembler, parce qu'il voulait rassembler des robespierristes, des hébertistes, hein, et des partisans de la communauté égalitaire telle qu'il l'entendait. Donc je pense que c'est sans doute pour cela qu'il a préféré un terme comme égaux. Alors, en 1830, donc au début du XIXe siècle, on ne voit pas l'usage politique. Il y a encore, on a un document. Il semble que donc en 1835, un substitut du procureur a désigné des conspirateurs. Il a parlé d'une secte de communistes ou radicaux. Bon, mais on n'a pas trouvé de documents sur d'autres documents où on emploie ce mot communiste au sens politique. Et donc c'est à la fin de l'année 1839. Voilà. À la fin de l'année 1839, vous avez cette Société des travailleurs égalitaires ou Association des travailleurs égalitaires qui est à Lyon et à Paris. Et on a retrouvé après donc des documents indiquant ce qu'il fallait dire au moment de l'introduction, enfin de l'intégration d'un nouveau membre, hein, tué avec des républicains communistes. C'est à partir donc, tué avec des républicains communistes. Je peux vous dire même peut-être toute la. Je crois que j'avais prévu d'en parler à un moment donné. Mais grosso modo, donc, tué avec des républicains communistes. Et donc, on fait jurer le nouveau membre de se sacrifier, en fait, pour la cause, puisque... attendez, je cherche le passage. Je vais vous le passer parce que je l'avais préparé quelque part. Comme je ne pourrais pas aller jusque-là, c'est quand même assez saisissant. Vous voyez, tu es avec des républicains communistes, et par conséquent, tu commences à vivre sous le règne de l'égalité. La communauté, c'est la véritable république. Travail commun, éducation, propriété, jouissance commune. C'est le soleil, symbole de l'égalité. C'est la foi nouvelle pour laquelle nous avons tous juré de mourir. Nous ne connaissons ni barrières, ni frontières, ni patrie. Tous les communistes sont nos frères, tous les aristocrates nos ennemis. Jure de vouer ta fortune et ta vie à l'établissement de la République fondée sur la communauté. Je cite souvent ce passage-là parce que je trouve que il condense vraiment les idées communistes de l'époque. Et je disais donc que on prononce donc le mot communiste à ce moment-là dans ces sociétés, et après, eh bien, arrive donc 1840, et là, donc Cabet ajoute le terme tout à la fin de son livre, Lahautière l'utilise, et puis arrive le banquet de Belleville. Alors, c'est le moment peut-être de dire un mot sur Cabet. Cabet, je l'ai dit tout à l'heure, il a d'abord été un dirigeant de la charbonnerie sous la Restauration, puis sous la monarchie de Juillet, il va être procureur, avocat, journaliste républicain très brillant, grand talent de propagandiste, d'organisateur aussi. Et à un moment donné, il doit choisir l'exil ou la prison, donc il part à Londres, s'exiler durant les années après 1834. Il écrit ce livre « Voyage en Icari », donc vous avez la couverture. Et puis, en 1839, il a déjà fait paraître une histoire de la Révolution française. Par exemple, c'est dans ce livre-là qu'on trouve la première occurrence révolution bourgeoise. C'est dans ce livre-là. Bon. Alors, Cabet, en fait, s'est converti aux idées babouvistes, disons, il s'est converti à la doctrine de la communauté égalitaire. Mais il n'est pas babouviste, il ne veut pas entendre parler des conspirations. Et donc, il revient en 1839,
Mais il est connu dans le mouvement républicain, et c'est pour cela que Pillot et des amis avaient fait appel à lui avaient demandé de présider le banquet. Alors toujours on va pouvoir passer... Voilà, bon, donc là c'est une diapo sur les positions de Cabet, hein, donc qui ne veut pas entendre parler non plus de révolution. Il pense qu'on peut convaincre pacifiquement tout le monde, y compris la bourgeoisie, à ces idées qu'il a résumées, illustrées, donc dans un livre qui ressemble un peu à la fameuse utopie de Thomas More. Hein, c'est le récit utopique par excellence. Alors, on va pouvoir peut-être... excusez-moi, parce que là, j'ai encore... Voilà. Revenons donc pour les 10 années en arrière. Alors, la révolution des Trois Glorieuses, vous savez, illustrée par le tableau de Delacroix, eh bien... a suscité une énorme déception. Une énorme déception tout de suite. Pourquoi ? Parce que ceux qui s'étaient battus et qui sont morts, je crois qu'il y a eu 800 morts, leurs noms sont sur place de la Bastille, hein, bon, eh bien c'était pas que des libéraux partisans d'une monarchie, il y avait bien entendu tout ce qui venait des mouvances jacobines, il y avait des républicains. Et ça a été une énorme déception de voir donc de nouveau une monarchie, même si Louis-Philippe s'est fait appeler Philippe Égalité, même si le drapeau, c'était plus le drapeau blanc en fleur de lys, mais le drapeau bleu-blanc-rouge, etc. C'était donc une énorme déception, notamment pour les jeunes. Et un jeune historien, instituteur, historien qui donne des cours très tôt aux ouvriers de Paris, le dimanche matin, écrit une histoire de la Révolution. Il est le premier à réhabiliter Robespierre, qui, sous la Restauration, inutile de vous dire que Robespierre incarnait donc l'horreur sous la Restauration. Et donc il va réhabiliter Robespierre, et j'ai mis un passage, oui, là, ce qui est en rouge, là, de son cours, où il montre bien comment 1830 est perçu très tôt. Puisqu'il écrit ça en 1830 même, 31, ça sort en 31. En 1830 comme en 1789, le peuple s'est battu au profit de la bourgeoisie pour renverser l'aristocratie nobiliaire. En 1830 comme en 1789, le peuple a cru travailler pour lui. Après 1789, le peuple a reconnu qu'on l'avait trompé et qu'il devrait recommencer. Après 1830, le peuple reconnaît-il qu'il a été trompé ? Le procès-verbal indique que cette dernière question a suscité une vive sensation dans la salle. Donc la monarchie de Juillet, ce régime censitaire dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les lois de septembre 1835 qui vont faire qu'on ne peut pas prononcer le mot république, on ne peut pas se réunir, la presse est attaquée, il y a un cautionnement qui mine l'opposition, donc c'est un régime libéral conservateur. Bon, la loi Guizot de 1833 fait que maintenant toute commune de plus de 500 habitants doit ouvrir une école. Bon, il y a donc des mesures progressistes qui sont prises, mais très vite le régime devient conservateur. On parle de libéralisme conservateur. On dirait aujourd'hui aussi autoritaire, parce que il y a beaucoup de répression. Alors vous connaissez cette image, vous avez vu dans vos livres d'histoire, relative à un massacre qui a eu lieu commis par l'armée lors donc d'une charge le 14 avril 1834. Hein. Il y a eu des attentats, comme dit, je ne sais plus quel témoin, on tirait sur Louis-Philippe comme un lapin. On tirait sur Louis-Philippe comme sur un lapin. Donc Fieschi, la bombe qui a explosé en 1935, Darmès contre le roi, Quénissé contre les ducs d'Orléans et de Nemours. Bon, donc il y a beaucoup d'attentats, il y a des émeutes souvent. Il y a un livre intéressant, Jean-Claude Caron, L'été rouge, chronique de la révolte populaire en France, qui montre comment en 1841, il y a eu des émeutes dans toute la France et beaucoup de violence. La France, c'est aussi
un pays où il y a régulièrement le choléra, hein, bon, vous le savez, mais il faut le rappeler, ça veut dire que des conditions d'hygiène terribles, et puis donc un rapport à la mort aussi, hein, qui fait que, voilà, on peut mourir du choléra dans Paris, comme d'ailleurs dans d'autres villes de France, puisqu'il y a eu une épidémie qui s'est déclenchée là en 1832. Et puis, bien entendu, c'est aussi la monarchie de Juillet, l'entrée sur scène, disons, d'un prolétariat, la fameuse révolte des Canuts, hein, symbolisée donc par la révolte des Canuts en 1831-1834, ce qui Benoît Malon nommera donc cet épisode la première défaite du prolétariat français, la deuxième étant celle de juin 1848 et la troisième celle de la Commune de Paris de 1871. Alors, quelle lutte de classe? Parce qu'on parle de lutte de classe. L'expression a été lancée par Saint-Simon, qui est mort il y a longtemps, il est mort en 1825. Mais voilà, on parle de lutte de classe, on parle de prolétariat. Il y a un vocabulaire nouveau qui arrive. Des mots qui viennent du lexique babouviste, fouriériste, saint-simonien et owenien. Parce qu'il y a déjà Owen aussi en Angleterre qui a commencé, les coopératives, etc. Et donc, il y a des mots qui viennent aussi d'Owen. Et donc, eh bien, une lutte des classes qui ne ressemble pas du tout à la lutte des classes qu'on a connue, par exemple, au XXe siècle. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le cas des Canuts, c'est pas les petits propriétaires qui possèdent donc un atelier et une machine à tisser qui est le méchant bourgeois qui oppresse le pauvre compagnon. Non, les chefs d'atelier travaillent donc dans des entrepôts et vivent souvent en communauté avec leurs compagnons et avec les apprentis, et ils font bloc contre les fabricants qui ne fabriquent rien, c'est-à-dire des capitalistes du textile qui apportent de la matière première, de la laine par exemple, et qui commandent donc, alors là, de la soie évidemment pour Lyon, et qui commandent donc des draps, des chasubles, etc., tout ce que vous voulez. Et l'ennemi mortel, donc, c'est le fabricant qui exploite les chefs d'atelier et les compagnons. Et donc, c'est une lutte, c'est une situation triangulaire, en fait. On a trois groupes, chefs d'atelier, compagnons, fabricants. Mais la lutte des classes, c'est chefs d'atelier unis aux fabricants contre, unis aux compagnons contre le fabricant. Une autre modalité, une source de conflit de classe, les marchandeurs. Les ouvriers détestaient les marchandeurs, les manieurs d'argent. D'ailleurs, la pratique sera abolie pendant la Révolution de 1848. C'est-à-dire, c'est des gens qui touchent une enveloppe budgétaire, disons, d'un gros patron, d'un capitaliste, et ils vont embaucher des ouvriers sur un chantier, et ils vont exploiter ces ouvriers, le marchandeur étant quelqu'un de leur monde, sur le plan culturel, qui parle comme eux, etc. Et il y a une hypocrisie de quelqu'un qui est comme eux, mais qui les exploite terriblement, parce que donc il fait ce qu'il veut, il a reçu une enveloppe et pour réaliser tel chantier, et il va donc abuser de son pouvoir, et il est détesté donc dans cette période. Les grandes grèves ouvrières. Alors, il y a beaucoup de grèves, notamment donc, eh bien, vous voyez, excusez-moi, j'ai oublié de passer mes diapos. Les grandes grèves ouvrières, eh bien, il y a un livre, une thèse là-dessus, de Jean-Pierre Haguet. Donc, les tailleurs d'habits, les charpentiers, les maçons, vous voyez, on demande la journée de 12 heures. En 48, on obtiendra la journée de 10 heures. Contre le travail à la tâche, contre donc pour des augmentations de salaire ou du tarif, avec deux temps forts, 1830-1834 et 1839-1840. Donc le banquet de Belleville se tient dans une période où il y a comme on dirait aujourd'hui, des mouvements sociaux très importants. Et l'expression mouvement social apparaît pour la première fois chez Babeuf et va être utilisée systématiquement par Fourier. Je ferme la parenthèse. Donc des mouvements sociaux
qui se traduisent par des grèves interdites, puisque, évidemment, les grèves sont interdites. Vous savez que le droit de grève ne sera obtenu qu'en 1864. Et depuis 1791, les corporations ont été abolies. Donc, on n'a pas le droit de s'associer. Les grèves sont illégales. Alors, ça veut dire que, eh bien, les ouvriers de l'époque, artisans, etc., n'ont plus de cadre pour s'organiser, et surtout pour organiser la solidarité. Donc, l'association majeure qui va jouer un rôle important pendant tout le XIXe siècle et qui est finalement la forme d'association la plus développée dans cette première moitié du XIXe siècle, j'ai dit tout à l'heure tout le XIXe siècle, oui. Et donc ça apparaît déjà là pendant la première moitié du XIXe siècle, c'est la Société de secours mutuel. Ça, c'est vraiment l'organisme de base. C'est la première forme d'organisation. Dans une situation où il n'y a plus de corporation, certes, il y a aussi les compagnonnages qui ont connu un regain avec les coutumes, le symbolisme, etc. Agricole perdiguier, mémoire d'un compagnon veut les régénérer. Mais enfin, voilà, les chambres syndicales, il y en a, mais elles sont illégales, et donc vous savez qu'il faudra attendre 1884 pour que le droit de se syndiquer soit obtenu. Alors, avec quand même, j'ajouterai quand même une précision, c'est surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle que tout cela va se développer, les chambres syndicales, les sociétés de secours mutuels, mais on va le voir, ce qui préoccupe les ouvriers les plus politisés, eh bien, ce sont les idées. C'est comment on va répondre à la question sociale. Quelle république ? Et là, évidemment, qu'on voit comment, dans un mouvement où il y a le républicanisme au sans tête aux mille écoles, expression de Michelet, eh bien, apparaissent des associations au lendemain de la Révolution de 1830, donc la Société des Amis du Peuple, la Société des droits de l'homme et du citoyen. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit un afflux d'ouvriers dans la Société des droits de l'homme et du citoyen. On voit des sections qui s'appellent Robespierre, Babeuf, les égaux. On voit un langage nouveau se développer à partir de 1830, donc, dans ces associations. Un langage qui combine des mots venant, disons, du jacobinisme, du babouvisme, du saint-simonisme, puisque l'école saint-simonienne a connu son âge d'or entre 1830 et 1832. Des langages venant aussi du fouriérisme et de l'owenisme, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, le mot clé qui va être dominant dans toute cette décennie, cette première décennie de la monarchie de Juillet, c'est le mot association. C'est-à-dire que tout le monde ne jure que par ça. On veut l'association. Avec une idée quand même déjà arrêtée, c'est qu'il faut abolir le salariat. N'oubliez pas, au XIXe siècle, on veut abolir le salariat. Grande différence avec aujourd'hui. Et donc, on veut abolir le salariat et remplacer ça par l'association. Et c'est dans le républicanisme, dans ce que j'appelle le républicanisme ouvrier, qu'on voit que les idées communistes vont se développer. Là, je vous donne deux exemples de militants ouvriers républicains. Ephraim, qui a été cordonnier, et André-Marie Savary, qui a été aussi cordonnier, puis employé à la Compagnie du Gaz. Alors, ce sont des ouvriers qui savent lire. André-Marie Savary a reçu une éducation. Il y a déjà des transclasses, les sociologues disent à propos des enfants de milieux populaires qui réussissent à l'école, etc. On parle de transclasses. Il y a déjà des transclasses, on peut être de milieu ouvrier et savoir lire. Évidemment, c'est pas la règle générale, mais il sait lire, écrire, et il va être une figure très importante, qui a été décrite d'ailleurs dans le livre de Rancière, La nuit des prolétaires. Et ça va être un pilier de la fraternité de 1841, un journal communiste. En 1948, il sera délégué au Luxembourg et il sera candidat à la constituante sous l'étiquette communiste babouviste. Il fera quand même 63 345 voix, ce qui est pas mal.
Et donc voilà des figures du républicanisme ouvrier. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que ces gens-là rencontrent des redingotes, des étudiants, des avocats, et ils discutent. Et c'est dans cette rencontre entre deux mondes différents, le monde d'ouvriers artisans, petits commerçants, autodidactes, et des étudiants tels que Victor Hugo les a décrits dans Les Misérables, vous voyez, hein, les Enjolras, et donc et aussi, je dirais, dans un langage qui n'est pas de l'époque, de sociologue, une intelligentsia prolétaroïde, pour reprendre un concept de Max Weber, c'est-à-dire des gens qui ont le bac souvent, mais qui n'ont pas de boulot. Parce que le déclassement, ça existait au XIXe siècle. Beaucoup de bacheliers sans travail, qui ne trouvent pas un boulot de prof. Donc, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, hein, des amis et Pillot, c'est ça. Hein. Et donc, on a une socialisation politique. Alors, je vais passer sur la définition du prolétariat. Donc, une socialisation politique avec les blues et la redingote pauvre. Je reprends les expressions à Jules Vallès, hein, qui parle de cela dans sa trilogie, hein, le bachelier, l'insurgé, etc. Alors, où se socialise-t-on politiquement et quels sont les lieux où justement cette rencontre entre deux mondes différents se fait et où donc bouillonnent les idées, en l'occurrence ici babouvistes? Eh bien, sur les barricades, évidemment, puisque c'est coutumier à l'époque, hein, 1830, 1832, voilà, 1834. Les cabarets et les marchands de vin, hein, comme ceux de Belleville. À Lyon, on se réunit pour lire, pour discuter, dans les ateliers de soierie, bien entendu, mais l'été, on va dans les bois, hein, on va se planquer, on fait ça de façon clandestine, hein, toujours, dans les prés et les bois. Les banquets républicains, bien entendu. Les comités de rédaction des journaux, donc on va voir la Réforme, l'Atelier, ces journaux vont être vraiment des lieux de discussion importants. Les sociétés républicaines que j'évoquais tout à l'heure, Société des Amis du Peuple, Société des droits de l'homme et des citoyens, les sociétés secrètes blanquistes, évidemment, Société des familles, Société des saisons, les prisons, parce qu'on fait régulièrement un stage en prison, notamment à Sainte-Pélagie à Paris, mais aussi dans mon département, à Doulan et au Mont-Saint-Michel. Et puis en exil également, parce que certains vont devoir partir en exil en 1834 et vont continuer de se fréquenter à Londres dans les années 30. Alors, je vais bientôt arrêter, peut-être 1 minute encore, 2 minutes, juste pour dire que que ceux qui ont fait le banquet de Belleville appartiennent à une nouvelle génération. Parce que les vieux sont morts, d'abord certains depuis longtemps. Babeuf est mort en 1797, mais celui qui a fait connaître la conjuration des égaux par son livre « Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf », réédité aux éditions La Ville brûle, j'ai écrit la postface, hein, donc avec les commentaires de Jean-Marc Schiappa et 2 textes de Stéphanie Rosa et Jean-Numa Ducange. C'est un livre que vous pouvez trouver donc facilement, hein, il a été réédité. Ce livre-là, c'est le livre de référence que ces jeunes lisent, hein, donc au cours des années 1830. Bon, Saint-Simon est mort en 1825, mais il y a une école saint-simonienne qui va jouer un rôle important, vraiment très important, au tout début de la monarchie de Juillet. Et puis après, de nombreux saint-simoniens vont devenir des théoriciens socialistes. Pierre Leroux, par exemple. Je voulais parler tout à l'heure de Reynaud, mais bon, tant pis. Et puis Charles Fourier meurt en 1837, comme la même année que Buonarroti, et il a aussi des disciples. Il y a une école fouriériste, l'école sociétaire, hein, avec Victor Considérant. Et puis il y a Robert Owen, bon, pour la Grande-Bretagne. Et donc on va avoir des disciples qui vont discuter l'œuvre des maîtres, etc. Alors, voilà les plus vieux. Philippe Buchet, Pierre Leroux, Étienne Cabet. Les plus jeunes, et c'est cette génération donc, avec notamment tout un noyau là, né autour de 1808, hein, où on a vraiment beaucoup de gens nés en 1808,
Et donc ils auront 20 ans en 1830 et 40 ans en 1848. Alors, je reprends quand même une minute pour dire que l'un des grands débats dans ces mouvements-là, à la veille du banquet de Belleville, et qui va se développer durant les années 1840, c'est le débat association-communauté. Car tout à l'heure, je vous ai dit, le mot clé du banquet de Belleville, c'est le mot communauté. Et j'ai dit, après, que le mot clé dans les années 1830, c'est le mot association. Eh bien, en fait, le clivage va se faire là. C'est-à-dire que vous avez toutes les écoles socialistes qui vont développer l'idée d'association. L'association Capital-Travail, défendue par les néo-robespierristes, comme Laponneret, dont j'ai parlé tout à l'heure, comme le très célèbre Le Dru-Rollin. L'association coopérative, l'association phalanstérienne, donc c'est Buchez et coopérative. L'association phalanstérienne, bon, donc les fourriéristes. L'association en ateliers sociaux, Louis Blanc a écrit Organisation du travail, en 1839. L'association mutualiste, Proudhon. Or, les communistes, eux, disent... Et vos associations, c'est bien, mais c'est partiel, et surtout, ça présente un risque, c'est de réintroduire des corps intermédiaires. Et donc, au nom donc d'une vision jacobine, vous voyez, de la nation républicaine, ils considèrent qu'il faut une structure sociale, qu'ils appellent la communauté des biens, des travaux et des jouissances, qui doit être organisée à l'échelle communale ou cantonale, ça peut varier, et nationale et puis internationale. Et c'est là où la divergence se fait. Et donc, dans ma thèse, j'avais soutenu que justement, donc, c'est par jacobinisme, par refus des corps intermédiaires, que ces communistes ont théorisé l'idée donc d'une communauté égalitaire ayant pour échelle territoriale la commune et la nation. Alors enfin, dernière bagarre de divergence en 1839-1840 qui explique pourquoi on a parlé de Rousseau et de Babeuf au banquet de Belleville, eh bien c'est le débat sur robespierrisme et babouvisme, où Théophile Thoré a expliqué en 1839 que Babeuf, c'est pas la tradition républicaine, il y a une rupture entre Babeuf et Robespierre, et évidemment, réponse des communistes, en la personne de Richard Lahautière, qui explique qu'il y a une continuité. Et là, c'est des problèmes d'affiliation, puisque les communistes vont vouloir expliquer qu'ils descendent de Rousseau, Robespierre, Babeuf. Donc ça, c'est, vous savez, les généalogies qu'on fabrique à l'époque pour définir son identité. Mais là encore, c'est justement donc le problème d'identité. Et le banquet de Belleville a permis, grâce donc au succès de l'emploi du mot communiste à ce moment-là, eh bien, il a permis à ce mouvement, qui existait depuis longtemps en fait, d'avoir son identité. Et donc, c'est comme cela c'est pour cela que le banquet donc, de Belleville représente un moment symbolique important dans l'histoire du mouvement ouvrier et notamment donc, dans l'histoire des sensibilités communistes, sachant que au lendemain du banquet de Belleville, un journaliste va parler de parti communiste. Il va première occurrence, parti communiste. Et ce parti communiste, il sera divisé. Et sa préoccupation principale dans les années 1840, ça sera la philosophie, la métaphysique. Ça sera de définir la doctrine communiste. Et donc, ce sont des ouvriers philosophes qui se réunissent le soir pour discuter du matérialisme, parce qu'il y a une grande bagarre entre les communistes spiritualistes et les communistes matérialistes. Et puis, on va discuter, par exemple, toujours dans le groupe matérialiste qui va éditer l'Humanitaire, on va dire, on va être contre la famille, contre le mariage. On va même remettre en cause l'idée de progrès. Et évidemment, toller chez les autres, qu'ils soient icariens, cabétistes ou bien néo-babouvistes, pour la fraternité par exemple, car eux sont spiritualistes. Ils sont pour la famille. Donc, c'est l'époque des ouvriers philosophes. Et voilà, c'est quelque chose qui a été oublié. C'est pour ça que j'ai rappelé le livre de Jacques Rancière tout à l'heure, La nuit des prolétaires, archives du rêve ouvrier. Et donc, l'autre divergence, évidemment, c'est la divergence politique où les babouvistes, évidemment, continuent d'être partisans donc
de la conspiration, la prise du pouvoir en situation révolutionnaire. Et alors que les cabétistes, eux, prêchent la propagande pacifique. Et en 1847, la rupture. Les 50 disciples partent au Texas pour expérimenter la communauté égalitaire qu'avait décrit Cabet dans son ouvrage Voyage en Icarie. Et pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, des centaines de personnes, hommes, femmes, vont aller au Texas, les rejoindre au Texas, pour montrer que le communisme c'est possible, etc. Et évidemment, tollé dans le parti communiste, parce que vous pensez bien que nos néo-babouvistes, eux, c'est inconcevable de quitter la France, puisque de toute manière, le communisme, ça ne peut naître qu'en France, et puis de démissionner, disons, de la bagarre politique. Et donc, on a cette autre divergence très importante, sans compter aussi que la personnalité d'Étienne Cabet a contribué beaucoup à faire fuir des ouvriers babouvistes, parce que c'est quelqu'un qui jouait de son prestige, et qui avait témoigné d'un mépris de classe pour les ouvriers et babouvistes, et qui était par ailleurs très autoritaire. Et il a donc des amis dont j'ai parlé tout à l'heure avaient été devenus au lendemain du banquet de Belleville son secrétaire, et il a rompu avec lui, et d'autres ont rompu avec lui. Et donc dans les années 40, il y aura les babouvistes, qu'un historien, Jules Prud'homme, a appelé néo-babouvistes. L'expression néo-babouviste n'existait pas, hein. C'est la formulation lancée par un historien en 1807, Jules Prud'homme. Et on disait, les autres, on les appelait les Icariens, hein, c'est-à-dire les disciples de Cabet qui ne juraient que par le voyage en Icarie. Voilà. Bon, excusez-moi, hein, j'ai mordu. Merci beaucoup Alain Maillard, parce que c'est un monde très lointain et qui, c'est vrai, et sans doute vous nous avez emmené dans les méandres de ce premier 19e siècle qui, pour une bonne part, est assez méconnu, d'autant qu'il échappe à peu près à l'enseignement scolaire et on passe par-dessus. Ouais. Donc évidemment, ça laisse pas beaucoup de portes, de points d'appui. Alors, si vous avez des questions, vous en avez forcément, parce que c'est un monde englouti qui a été sorti des eaux par vous. Oui. Merci. Et donc la parole est à qui la demande? Eh bien, il y a une question ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, mon ami? Parce que je ne sais plus. Il y a un micro qui se promène, non? Il n'y a pas. Eh bien, voilà. Oui, merci. On a l'impression, enfin j'ai l'impression, à vous entendre dans votre exposé, au demeurant très brillant, que le mot communiste est apparu avant le mot socialiste. Qu'il était, a priori, moi j'aurais plutôt vu l'inverse. Et d'ailleurs, dans votre exposé, le mot communiste, vous l'avez prononcé très souvent. Peut-être qu'il avait un sens différent de celui d'aujourd'hui, au demeurant, alors que le mot socialiste, quasiment jamais. Et alors que pourtant, moi j'aurais plutôt vu que ce mot socialiste était plus parlant, a priori. Voilà. Alors, qu'en est-il? Oui. Alors, le mot socialisme, vous verrez souvent dans les livres, on dit que le mot socialiste a été lancé par Pierre Leroux en 1833, enfin dans un texte publié en 1834. Bon. Donc, il date des années 1830. En réalité, alors c'est exact qu'il date bien de la période des années 1830. La première occurrence apparaîtrait même sous la Révolution française, le fameux d'Arté, pas d'Arté, excusez-moi, celui qui a reconnu Louis XVI. Celui qui a reconnu Louis XVI. Il y a un gilet jaune qui porte le même nom, Drouet. Bon, il y aurait Drouet qui aurait formulé ce terme, mais en tout cas, c'est sûr qu'il apparaît dans les années 1830, mais sous la plume d'Alexandre Vinet, un théologien un protestant de Lausanne. Et Pierre Leroux n'a pas créé le mot, mais comme il l'a prétendu en 1858, mais il l'a utilisé effectivement en 1833 pour l'utiliser dans un sens péjoratif, pour opposer deux systèmes exclusifs, l'individualisme libéral et donc le socialisme fouriériste.
Et ceci dit, donc le mot apparaît dans les années 1830, mais là je vous ai parlé d'un courant du mouvement ouvrier. Parce que je ne pouvais pas, d'ailleurs, vous m'aviez proposé au départ de parler de tout le mouvement ouvrier, mais je dis, mais j'y arriverai jamais, parce que les fourriéristes, c'est tout un monde aussi. Ce que deviennent les différents saint-simoniens aussi, alors, il y a Pierre Leroux, Reynaud, etc. Donc, j'ai centré mon propos sur un courant du mouvement ouvrier, sachant que il est né, comme je l'ai dit, de mouvance beaucoup plus importante, ce que j'appelle le républicanisme ouvrier. Parce que là, je n'ai pas pu, par exemple, vous expliquer pourquoi les robespierristes, par exemple, finissent par se séparer donc des babouvistes. J'ai dit tout à l'heure, Laponneret, qui est un ardent robespierriste, qui dit même en donné babouviste, il dit non, moi je suis pour l'association Capital-Travail. Et Le Dru-Rollin, qui en 48 paraîtra pour un robespierriste, eh bien là il y a une rupture, vous voyez, entre robespierrisme et babouvisme. Bon, c'est pour vous dire la complexité des débats. Et donc j'ai essayé de résumer en fait les divergences entre socialistes et communistes avec mon tableau sur association communauté. Mais les socialistes, ça existe en fait. Tout ce qu'il y a dans la colonne association là, de tout à l'heure, ça correspond aux socialistes, en fait. Et oui, je reprendrai tout à l'heure parce que faut que vous parliez. Parce que j'avais une question dans le même sens, mais et aussi un point. Je sais pas marqué, c'est branché. Je peux pas faire plus. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, je voulais juste vous profiter. Allez, je te prends ça. C'est pas très gênant. En gros, juste vous dire, parce que j'ai oublié de le faire en introduction, et après je vais vous poser une question. Vous informer que la saison, si je puis dire, 2018-2019 de l'université permanente vient de donner lieu à la publication de 3 petites brochures, puisque donc une partie, on n'aura peut-être pas la possibilité de faire que ça pour toutes les conférences, mais une partie des conférences qui ont eu lieu l'an passé ont fait l'objet d'une reprise par leurs auteurs afin de proposer une version augmentée. Et donc là viennent de paraître ce qui était la conférence inaugurale de l'université permanente par Claude Mazoric, dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc la Révolution de France, c'est les éditions Hermann Diffusion. Vient de paraître également la conférence de Bernard Vasseur sur Aragon stalinien, point d'interrogation, où il rouvre ce dossier-là. Et enfin, pour la philosophie, c'est Pascal Séverac qui a repris sa conférence sur Spinoza et le matérialisme. Alors, mais pour rebondir un peu dans le sens de la question qui était posée là sur socialisme et communisme, et en le prenant, si je puis dire, par un bout anachronique et déplacé dans l'espace. C'est-à-dire que il y a parfois, vous allez me dire, vous me corrigerez, mais l'impression qu'on a dans le 19e siècle, en tout cas, c'est que ça flotte un peu, disons, parce que là, vous vous opposez un peu nettement socialiste d'un côté, communiste de l'autre, mais parfois les usages sont un peu, d'ailleurs, c'est pas simple, on voit bien d'ailleurs, sur ce qu'on entend par communisme exactement à ce moment-là, on voit bien que tout ça est vraiment encore un peu, ça a l'air un peu, disons, un peu au départ, un peu, flou, disons, encore en gestation, disons. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que si on prend par le mauvais, par le bout, donc par l'extérieur, après et par l'ailleurs, c'est-à-dire en l'occurrence par quelques passages de Marx un peu connus, c'est-à-dire quand Marx dit mais pourquoi manifeste du Parti communiste, il dit on a repris une espèce de un vieux mot pour se démarquer des socialistes, etc. Il dira pas tout le temps ça, puisque Engels lui-même parle de socialisme, etc. Donc tout ça est très compliqué. Mais il emploie cette expression-là, et en même temps, en vous écoutant, je me disais,
on pourrait comprendre un peu pourquoi en vous écoutant, parce que d'un côté, on voit bien le côté utopiste, comme on dira, etc. après, c'est-à-dire, vous avez recité la phrase très, très célèbre de Cabet qui dit « Si je tenais une révolution entre mes mains, je l'écraserais », parce que voilà, l'idée, c'est, parfois on appelle ça socialisme conceptuel aussi, c'est-à-dire, voilà, la force du verbe, la force de la démonstration, mais surtout pas de révolution, etc. Et de l'autre, on voit bien que ceux qui s'appellent communistes dont vous nous avez parlé, eux ne sont pas dans ce genre comment dire, d'idées un peu vaporeuses de transformation de la société simplement par la force du verbe, mais sont quand même dans une perspective, disons, d'action et pas d'évasion, si je puis dire, par le Texas ou simplement par la rédaction. Donc, en vous écoutant, je me disais, on comprend un peu pourquoi, si je puis dire, Marx se trouve plus proche dans ce débat des partisans de l'action et de l'organisation révolutionnaire par rapport aux autres, disons, qui sont plutôt dans les rédactions et ceux qu'on appellera les utopistes, disons. Mais dites-moi si je dis des bêtises. Alors, Marx arrive en octobre 1843 à Paris. Et il découvre ce mouvement communiste. Il est enthousiasmé d'abord par le fait que ce sont des ouvriers. Alors, vous avez compris que ce n'est pas des ouvriers d'industrie, c'est des artisans. Certains sont même des petits commerçants. Bon, ça peut être des chefs d'atelier, ça peut être des compagnons, etc., des producteurs indépendants. Mais il est fasciné, peut-être aussi parce que lui est un intellectuel, c'est un fils d'avocat, docteur en philosophie. Il est fasciné par le fait que ces ouvriers discutent philo. C'est énorme. C'est énorme. Ils discutent philo. Ils passent des soirées à discuter sur le matérialisme. Et puis, en plus, beaucoup sont des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils conspirent dans les sociétés secrètes, même si Marx déteste les sociétés secrètes, on va y revenir. Mais voilà, il dit, c'est extraordinaire. Il est dans les manuscrits de 44, il évoque cette chaleur humaine, cette fraternité qui règne justement dans les cafés, enfin chez les marchands de vin et dans les banquets, parce que il est vraiment impressionné. D'ailleurs, Raoul Peck le montre un peu dans son film. Je fais référence, vous savez, au film Le Jeune Marx là, de Raoul Peck. Alors évidemment, Raoul Peck, lui, il insiste sur la rencontre avec Proudhon, avec les vedettes, mais ce qui est aussi intéressant dans le mouvement communiste, c'est qu'à part Cabet, il n'y a pas de vedettes. Vous avez vu, tous ces gens-là, personne ne connaît, des amis Pillot, tout ça. Donc il y a ce côté vraiment radicalité populaire et cette volonté de produire de la théorie. Mais évidemment, Marx va pas du tout se reconnaître dans le matérialisme, par exemple, de l'humanitaire, des communistes matérialistes. C'est son matérialisme à lui, celui qui va développer dans l'idéologie allemande. Vous savez, dans les thèses sur Feuerbach, dans l'idéologie allemande en 1845, c'est un autre matérialisme, parce que celui des babouvistes, c'est un matérialisme naturaliste, qui croit dur comme fer pour certains la phrénologie, etc. Enfin, bref. Mais c'est sur la démarche, quoi. C'est pour cela qu'il a opté pour le mot communiste. Parce qu'il se passe en plus la même chose chez les Allemands. Les immigrés allemands qui sont à Paris. Il y a eu 300 000 immigrés allemands à Paris sous la monarchie de Juillet. Et donc il voit bien qu'il y a eu un processus de radicalisation, à savoir qu'au départ il y avait la Ligue des bannis, où on est gentils libéraux, puis ça devient la Ligue des justes, où là on devient démocrate révolutionnaire. C'est tout à fait les mêmes idées qu'on trouvait dans la Société des saisons, par exemple, chez les blanquistes. Et puis à un moment donné, alors là un peu plus tard, dans les années 40, eh bien les Allemands eux aussi, allez hop, communismus, la Ligue des communistes. Et Marx Engels adhèrent en 1847, je crois, à la Ligue des communistes allemande. Et là, on leur demande d'écrire le programme. Alors, ils commencent à rédiger le programme en décembre 47. Et Engels, lui, dans les brouillons que Bert Andreas a retrouvés, analysés, etc., Engels veut reprendre le mot communauté.
le langage, disons, des néo-babouvistes, qu'on trouve aussi bien chez les Allemands, comme Weitling, qu'on voit dans le film, que chez nos néo-babouvistes de la Fraternité, par exemple, puisque c'était leur journal dans les années 1840. Mais Marx lui dit non, il faut abandonner ce mot-là. Et Marx, d'ailleurs, détestait le mot égalité. Il n'aimait pas le mot égalité. Pour lui, il fallait se débarrasser de ce langage républicain français parce que c'est un langage abstrait qui ne peut pas permettre, disons, de définir véritablement la voie politique. Alors, c'est pourquoi, et puis surtout aussi parce que ce langage communautaire, la communauté égalitaire, fraternelle, sociale, etc., souvenez-vous, au banquet de Belleville, peut induire des formes, disons, de despotisme. Dans les manuscrits de 1844, Marx parle de communisme despotique. Il pense aux écrits babouvistes de l'époque, qui ont une vision extrêmement rigide. Il pense aussi à Cabet, parce que vous savez, dans l'Icarie de Cabet, il n'y a qu'un seul journal. Tout le monde sera d'accord dans la communauté des égaux. Tout le monde sera d'accord, donc il n'y aura qu'un seul journal. Vous voyez ? Donc Marx voit tout de suite que là, oulala, les reproches que font les socialistes, d'ailleurs, à l'époque, aux communistes, c'est-à-dire le projet d'absorber l'individu, d'absorber l'individualité dans la communauté, Marx le fait sien, cette critique, il l'a fait sienne, et à tel point que lorsqu'il rédige le manifeste du Parti communiste, il dit non, on abandonne le langage communauté. Et quel mot va-t-il prendre à la fin pour définir le communisme dans le manifeste du Parti communiste ? Le mot association. Le communisme, c'est une association qui repose, où le libre développement de chacun rend possible le libre développement de tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette formule. Je l'avais noté quelque part parce que souvent je suis amené, à la vieille société bourgeoise avec ses classes et ses oppositions de classes se substitue une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Voilà sa définition du communisme dans le manifeste. Sauf que si on reprend le programme qui est dans le manifeste, eh bien c'est un programme qui est très, grosso modo, celui des communistes donc de l'époque, à qui il reproche de développer un communisme grossier, de caserne, etc. C'est quand même ça, parce que si vous prenez le programme du manifeste, c'est un socialisme d'État. D'ailleurs, il y a un penseur qui est souvent oublié dans cette époque-là, qui s'appelle Constantin Pecker, et beaucoup des mesures proposées par Pecker sont dans le manifeste. C'est nationalisation, école publique d'État, vous prenez les mesures, grosso modo, c'est un socialisme d'État. Le programme, c'est pas le plus important, parce que lui-même, dans les rééditions suivantes, dit lui-même que ce programme n'a aucune importance, c'est très conjoncturel. Donc Marx lui-même considère que le programme du manifeste est un programme sans importance, il l'écrit lui-même dans les éditions suivantes, dans les préfaces. Oui, oui, sachant qu'après, en 71, il va prêter une oreille beaucoup plus sérieuse au fédéralisme des communards. Bon, donc pour lui, mais à l'époque, il va reprendre ce qui lui semblait le plus révolutionnaire. Or, c'est bien quand même, outre la question du langage, parce que là, il ne veut pas reprendre le langage républicain des communistes, mais il reprend bien un certain nombre de mesures, de projets, en tout cas d'abolition de la propriété privée, tout simplement. Alors, tout à l'heure, quelqu'un m'avait parlé avant la conférence sur le devenir du mot communiste. Oui. Alors, je reviens à l'aspect sémantique. Un mot qui revient souvent aussi, c'est le mot républicanisme ou république, républicain, choses comme ça. Alors c'est bien, ça atteste le fait que le mouvement ouvrier n'était pas centré uniquement sur l'économie, mais aussi sur la politique, Oui. Mais république, c'est plutôt la forme de l'État que le régime. Et dans le régime, en revanche,
on n'a pas entendu le mot Parlement. Et alors, est-ce que c'est important le régime parlementaire. Ouais. Et est-ce que ce concept était parmi les ouvriers républicains, le républicanisme ouvrier, est-ce que le concept de Parlement comme objet, comme organe, était abordé? Et c'est pas anodin parce que c'est la base de la démocratie et le destin du mot et de la chose a été assez important puisqu'aujourd'hui la France a un régime parlementaire et n'a pas un régime socialiste. Oui. Oui. Moi, j'ai juste une petite question concernant cet épisode qui est peu connu, en fait, ce départ après 1848 d'un groupe républicain communiste aux États-Unis, enfin au Texas. Et ça a été ils avaient créé une petite république dont la durée a été éphémère, mais ils avaient utilisé pour la nommer République libertarienne. Et ça me... Puisque vous parlez de sémantique, je voulais savoir comment c'était apparu dans cette façon de penser, quoi. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur les associations dont vous avez parlé, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est un lien avec les concepts de société ou est-ce que c'est autre chose, au sens de personnes qui s'associent pour fonder quelque chose ? Bon. Alors, je vais commencer par répondre à la dernière intervention sur les associations. C'est l'idée qu'il ne doit plus y avoir ce rapport hiérarchique entre un patron et un employé, que ce soit le fabricant dont je parlais tout à l'heure avec le chef d'atelier et le compagnon. Il s'agit vraiment d'abolir le salariat. Et par quoi remplacer le salariat ? Eh bien, par des rapports égalitaires entre, je dirais, comme on dit un peu aujourd'hui, vous savez, entre des collaborateurs, des coopérants. Enfin, d'ailleurs, le mot coopérative va être lancé. Buchez, par exemple, va lancer les projets de coopératives. Et ces coopératives vont se développer dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc c'est l'idée, par exemple, que celui qui a de l'argent, eh bien, il amène l'argent. Celui qui a un savoir-faire, il vient avec son savoir-faire. Celui qui a un outil, il vient avec un outil. Et on s'associe pour produire des biens. Et idem pour la consommation, pour vendre des biens. Bon. Ça, c'est typiquement l'association coopérative telle que vont essayer de les mettre en place les fourriéristes, par exemple à Guise, dans ma région, en Picardie, à Guise, le familistère de Guise, bon, où vous avez une coopérative de production là autour des fameux poêles Godin, puisque le chef du familistère s'appelle Jean-Baptiste Godin. Bon. Donc ça, c'est vraiment une formule très répandue. La société de secours mutuel, c'est aussi une association. Là, c'est tout simplement, on met de l'argent dans une caisse commune et avec ça, on va pouvoir payer les frais d'enterrement du copain qui est mort de telle maladie ou d'un accident du travail. Donc c'est l'association ancêtre des mutuelles. La sécurité sociale, c'est encore autre chose, parce que ça, la sécurité sociale telle qu'on la connaît nous, ce n'était pas dans les utopies socialistes de l'époque. Alors, l'association, c'est aussi les ateliers sociaux de Louis Blanc, où donc là encore, on se met ensemble, et donc après il y a une répartition des bénéfices. Alors c'est là qu'évidemment les communistes ne sont pas d'accord. Parce que pour eux, il n'est pas question qu'il y ait une inégalité dans les répartitions, dans les rémunérations. Il n'est pas question. Et donc, il faut que la production soit organisée à l'échelle de la commune et que les surplus soient envoyés
aux communes qui en ont besoin. Donc on a une économie non marchande. Leur rêve, c'est une économie non marchande où le surplus, en fait, eh bien, il va être envoyé à ceux qui en ont besoin. Et avec un système de redistribution qui peut faire penser au système à l'administration des subsistances qui existait dans la première commune de Paris en 1792-93, dans laquelle d'ailleurs Babeuf avait travaillé. Bon. Alors, pour le mot libertaire, évidemment, j'ai oublié le nom de celui qui a créé le mot. Ça va pas me revenir, je sens, là, il est trop tard. Donc, il a été lancé, créé dans la seconde moitié du 19e siècle. Et je suis étonné là de l'expression que vous avez utilisée, la République libertaire. Libertarien, non. Libertarien, vous êtes sûr? Moi, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre parce que vous savez, libertarien, c'est un terme là qui, ça ne veut pas dire la même chose que libertaire. Hein, les libertariens aux États-Unis, bon, ultralibéraux, quoi. Hein, bon, donc là, je suis vraiment étonné. Je crois qu'il faut revoir ça parce que ça m'étonne. Ça m'étonne. Alors, les Icariens au Texas, bon, Marx aussi était contre. Les néo-babouistes étaient contre parce qu'ils disaient, mais en plus, c'est des gens qui viennent des villes, c'est des artisans, ils vont devoir vivre de l'agriculture, ils vont jamais y arriver, ils savent pas ce que c'est cultiver un champ, etc. Bon. Alors bon, il y a, de toute manière, ça finit par s'éteindre, mais surtout chez Marx, comme chez les babouistes, c'est l'idée qu'on ne peut pas créer une mini-société. On ne peut pas créer une mini-société communiste qui fera tache d'huile. Parce que c'est ça l'espoir des cabétistes, c'est que ça fasse tache d'huile. Bon, comme chez les fourriéristes aussi. Comme pour les communautés après 68, toutes les expériences communautaires en Ardèche, etc. C'est l'idée qu'on va vivre comme actuellement, parce que j'ai un collègue, là, sociologue, qui vient de sortir un livre là-dessus, Michel Lallemand, vient de sortir un livre sur des communautés qui se forment un peu partout dans le monde, où on vit de façon écologique, etc. Bon, et de façon égalitaire. Le mot égalité revient tout le temps. Donc vous voyez, c'est pas non plus, de ce point de vue-là, de l'histoire complètement ancienne. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens, des jeunes qui veulent vivre sans le marché, en fait. Bon. Alors, j'en viens à la question du Parlement. Cabet, justement, dans le voyage en Icarie, a des idées très intéressantes. Des Amis aussi, puisque Des Amis va écrire son livre en 1842, Code de la communauté. Et alors l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est que dès lors que les choses sont organisées d'abord au niveau de la commune ou au niveau du canton, eh bien là, c'est assemblée permanente. Et Des Amis dit les enfants doivent venir. Les enfants, les femmes doivent participer à ces assemblées de base qui fonctionnent à la démocratie directe. Et pour les centres de décision lointains, Cabet dit il faut de la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'il faut envoyer des délégués. Donc il y a l'idée d'une combinaison entre démocratie directe et démocratie représentative, ce qui est intéressant. Qui montre aussi que, comme chez tous les utopistes, il y a des idées tout à fait pertinentes. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes, etc. Mais il y a aussi des idées pertinentes. Donc il y a, en même temps, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit, pas un toast pour la réforme électorale. Hein. C'est-à-dire pour eux, d'abord, il faudrait un suffrage universel total, mais leur préoccupation, c'est de définir justement la bonne société. C'est de définir à la fois le régime économique et la forme politique. Et c'est ça qui les préoccupe. Parce que tout en se reconnaissant dans la Révolution française, tout en baignant constamment dans la mémoire et l'histoire de la Révolution française, il s'agit bien quand même d'imaginer un nouveau monde. Le compte-rendu d'ailleurs du banquet commence par cette idée que nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Et cette ère nouvelle sera le communisme. Et à l'époque, les ouvriers socialistes, communistes, républicains disent, voilà, il va y avoir un nouveau siècle des Lumières. Le 19e siècle sera un nouveau siècle des Lumières. Mais là, c'est plus la bourgeoisie qui va porter les Lumières, c'est le prolétariat.
Et ça, c'est pas Marx qui dit ça, hein. Ce sont des gens qui le disent, on le trouve dans les brochures de cette époque. Et donc, voilà, ils rêvent d'un nouveau monde. Ce sont les idées qui dominent vraiment à ce moment-là. Sachant qu'après va venir l'heure des épreuves, la mise à l'épreuve. Et là, ça va être la révolution de 48. Les communistes vont être marginalisés. Il n'y aura que 2 députés. À ma connaissance, je n'ai compté que 2 députés communistes. 2 Lyonnais, Joseph Benoît et un avocat qui s'appelle Charassin. Bon, ils vont être obligés de se noyer, disons, parmi les démocrates socialistes, hein, avec qui ils discutaient déjà, de toute manière, hein, les radicaux, comme on disait là en 1839. Donc ils vont se noyer dans les démocrates socialistes, et puis beaucoup vont mourir aussi sur les barricades en juin 48. Hein. Et puis d'autres vont partir en exil. Piot va partir en exil. Et puis certains vont s'assagir. Benoît, lorsque reviendra l'expérience de la Commune de Paris, donc en 1871, Benoît ne voudra pas se lancer là-dedans, comme Louis Blanc d'ailleurs, il n'y croit plus. Et par contre, Piot, lui sera un des plus radicaux du Conseil de la Commune de Paris. Alors, est-ce que j'ai répondu à peu près ? Et je voudrais peut-être aussi ajouter quelque chose, parce que on avait commencé à discuter avant la conférence à propos de la destinée du mot communiste. Et je pense que ça intéresse tout le monde aussi. Je me suis posé la question, j'ai pas publié là-dessus, j'ai entassé pas mal de notes, etc., notamment à partir du cas de Blanqui. En fait, mon idée, c'est que donc le mot communisme a connu une première naissance, donc là en 1840 et dans les années suivantes, de sorte que après d'ailleurs, en 48, hein, quand on veut faire peur, on dit « ah bah les communistes hein, »,« ah bah les communistes, ah bah Cabet », etc. Parce que Cabet aura été le propagandiste le plus connu hein, du mouvement communiste. Très nettement, parce que là ça va répondre un peu à votre question de tout à l'heure, très nettement le mot socialisme va l'emporter à partir de 48. Et dans la seconde moitié du 19e siècle, c'est le mot socialisme qui va très très de loin l'emporter. Et j'avais recensé tous les noms des organisations, vous savez, qui vont finir par fusionner dans la SFIO de Jaurès, hein, dans le Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière. Alors vous aviez les guédistes, hein, Parti ouvrier français, vous aviez les broussistes, alors là j'ai plus le nom en tête, vous aviez les almanistes, tous ces gens-là, ce qu'on appelait les sectes socialistes, hein, tout à la fin du XIXe siècle, et qui vont finir par fusionner. Bon. Eh bien, personne n'utilisait le mot communiste. Personne. Il y a une scission chez les almanistes où ils vont parler d'alliance communiste, et ceux qui vont l'utiliser le plus, le mot, ce sont les anarchistes. Ça veut dire que, en cette fin du XIXe siècle, le mot communiste s'est assoupi. Il n'est pas rejeté, mais il est utilisé par les plus modérés comme par les plus radicaux pour définir l'horizon qui devient de plus en plus lointain. Jaurès l'utilise, hein. Et quand il l'utilise, on sent bien que c'est pour dire, voilà, ça, c'est pour dans longtemps. Hein. C'est l'horizon. Et quand il s'agit de créer un parti politique, de parler de programme, on parle du socialisme. Ce qui me fait dire que le mot a connu quasiment une éclipse dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En ce sens que c'est le mot socialiste qui l'emporte. Et puis, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au XXe siècle, que des historiens écrivent un livre qui s'appelle « Le siècle des communismes ». C'est le titre d'un livre paru il y a quelques années, hein, aux éditions de l'Atelier, un ouvrage collectif, « Le siècle des communismes ». Alors pourquoi a-t-on tant parlé, pourquoi y a-t-il un parti communiste, par exemple ? C'est tout simplement parce qu'il y a eu la révolution d'octobre 17 et que les bolcheviks vous savez, au départ, faisaient partie de la social-démocratie, hein, le parti ouvrier social-démocrate russe, tendance menchevique, minoritaire, tendance bolchevique, majoritaire. Et quand les majoritaires
ont fini par se retrouver au pouvoir, donc en octobre 17, il leur a fallu créer de nouveaux partis, une nouvelle internationale, la Troisième Internationale, et là, Lénine a dit, et pourquoi on ne reprendrait pas ce vieux mot de communiste qui, en pensant bien entendu au manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, et c'est comme ça que je dirais que le mot a connu une deuxième vie, une nouvelle vie en tout cas, tout le long, en tout cas jusqu'en 1991, enfin jusqu'à la chute de l'URSS. Non, bien sûr, bien sûr. Il prend alors le sens défini par Marx, donc une société sans classe, sans État, et qui naît d'une période de transition et provisoire, la dictature du prolétariat. Donc sans parlement. Oui. Alors, ceci dit, quand je dis dictature du prolétariat, encore deux mots, d'où vient l'expression, eh bien, Marx lance cette expression-là contre les blanquistes, qui, eux, ou les néo-babouvistes, qui parlaient de dictature révolutionnaire. Le mot vient de Marat, pendant la Révolution française. Et Marat voulait l'utiliser au sens romain, c'est-à-dire un pouvoir fort provisoire pour un régime transitoire. Et à un moment donné, donc Blanqui reprend l'expression, et pour lui, en 1839-40, il faut 3 hommes forts, un triumvirat, et pour établir donc une dictature, un gouvernement révolutionnaire, et pour une période provisoire et transitoire. Et Marx, dans la période de la Commune de Paris, va dire qu'il faut une dictature du prolétariat, c'est-à-dire ce qu'il pensait avoir vu, en tout cas, de Londres, de la Commune de Paris, donc des associations, des coopératives, des comités, un conseil municipal élu à la démocratie directe, etc. Enfin, vous voyez l'expérience de la Commune de Paris. Donc ce mot dictature, il faut le rappeler, n'a pas du tout le sens du XXe siècle, des dictatures fascistes, etc. Il y a le sens romain du terme. Eh bien, écoutez, sur cet aller-retour entre l'Empire romain, le XXe siècle et puis le XIXe, merci beaucoup de votre présence et on se retrouve le mois prochain pour ceux qui suivent le cycle Histoire et la semaine prochaine pour ceux qui veulent nous suivre pour les aventures scientifiques. Bonne soirée à vous. Bon,